Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Aujourd'hui en studio avec Isabelle et Gabriel du podcast Scienturion. Je vais les présenter dans 2 secondes. Mais premier épisode à vie avec 2 invités ici dans le studio de Papa PhD sur place. Donc je pense que ça va bien aller et j'espère qu'il y ait davantage d'entrevues comme ça. Donc Isabelle Boudreau-Julien et Gabrielle Saint-Arnaud sont 2 doctorantes de l'Université Laval. Elles ont créé Scienturion, un balado où elles aident des étudiants et étudiantes gradués à partager leurs recherches et leur expérience. Leur objectif est de mettre en lumière les projets de recherche des étudiants de différents domaines afin de rendre la science accessible à tous et de discuter des défis et des enjeux auxquels font face les étudiants et les étudiantes. Donc, il y a un lien entre votre mission et Papa PhD. On s'est croisés plusieurs fois, dont à ComSciCon, mais ça me fait un grand plaisir de vous avoir ici aujourd'hui et j'ai imaginé qu'on fait partie d'une famille des podcasteurs académiques du Québec et c'est le fun, c'est très le fun de vous avoir ici aujourd'hui. Une belle journée aujourd'hui. C'était un petit casse-tête, mais pas trop compliqué. Je pense que ça va marcher, là. J'ai figuré 2-3 petites affaires pour les micros. Les gens, ils ne voient pas, mais on a une vision de régie de qu'est-ce qui se passe. Donc c'est ça. Scienturion, doctorat. Donc, on parle de vous deux, vous êtes au doctorat, mais vous avez quand même des intérêts qui dépassent juste le doctorat et qui vous ont mené à créer un projet qui, moi je le sais, donne du travail. Mais aussi apporte des choses intéressantes, ça aussi je le sais. Et je le vis moi-même à chaque jour sur Papa PhD quand je parle avec du monde. Mais dans cet épisode d'aujourd'hui, j'aimerais premièrement que vous vous présentiez un tout petit peu plus, que vous nous parliez de c'est quoi Scienturion, mais après, on va parler de c'est quoi, comment ça se passe avoir un projet comme ça pendant notre passage aux études graduées des cycles supérieurs. Parce que souvent, les gens, quand tu leur poses une question par rapport à leur temps, ils disent « j'ai pas le temps ». Mais oui, Scienturion, ça demande vraiment beaucoup de temps. Par contre, je sais pas pour toi, Gab, mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin que ça bouge. Les choses bougent, donc faire une seule chose tout le temps, je me tanne, puis je travaillerai plus là-dessus. Mais si je peux avoir plusieurs tâches diversifiées, je vais bien travailler dans tout. Fait que pour moi, d'avoir Scienturion, c'est un complément à mon doctorat, mais ça me rattache. C'est niaiseux, mais comme au secondaire, on dit que le sport peut rattacher les élèves à l'école, pour moi, d'avoir un projet sur le côté de vulgarisation, ça me raccroche un peu à mon doctorat parce que des fois, c'est vraiment long, puis ça devient redondant, puis plate, puis t'as envie de lâcher plusieurs fois. Mais d'avoir ce projet-là, c'est comme si ça me motivait à continuer. Parce que je trouve que c'est important ce que je fais, puis c'est vraiment complémentaire avec mon parcours au doctorat en même temps. Ouais. C'est ça, Scienturion est né, les deux, on avait un peu, je vais mettre un peu en contexte la création du podcast parce que je pense que ça décrit un peu c'est quoi notre rapport à la communication. Les deux, on avait l'idée de faire un podcast, mais séparés. Parce que dans le temps, on se connaissait, mais on n'était pas amis. Puis c'est une journée où il n'y avait pas grand monde dans le bureau qu'on s'est mis à jaser. Je me souviens plus pourquoi. Je pense que moi, j'avais vu les inscriptions du ComSciCon. Et c'était la première fois que je le voyais, puis j'étais quand même en 3e année ou 4e année même 3e année de doctorat. Puis j'ai vu ça, puis je me suis inscrit. Puis j'en ai parlé à Gab que j'allais au ComSciCon. Puis elle a dit « Hein? C'est quoi? » T'es inscrit? De 1, c'est quoi? C'est quoi? Puis de 2, c'est « Ah, ça t'intéresse la vulgarisation scientifique? » Je le savais pas. J'ai dit « Ben oui. » Puisque moi aussi, ça m'intéresse. Genre, mon rêve, ce serait peut-être de faire un podcast. Je me dis, moi aussi. J'avais déjà écrit une demande, j'avais un nom en tête, Scienturion. Puis je suis comme, Fait que là, pour vrai, ça a pris, on s'est dit ça en février, je pense. Et 1 mois plus tard, on déposait notre première demande de financement à la Fondation ASEC de l'Université Laval qu'on a eue. Fait que ça a comme vraiment commencé juste 2 cerveaux qui fusionnent ensemble sur la communication parce qu'on se disait, la science, c'est communiquer toujours. C'est tout ce qu'on fait. On fait de la recherche, mais on présente les résultats, on présente dans des lab meetings, on fait des affiches, puis de bien savoir communiquer
surtout pour nous, on est en santé, dans le domaine de la santé, donc évidemment, ça intéresse les gens, mais si on leur lance des concepts hyper compliqués, ils comprendront pas. Fait qu'il faut des fois un peu plus expliquer ou justement vulgariser. Fait que c'est comme ça qu'est venue l'envie de faire un podcast, puis pour vrai, ça nous aide dans tous les sphères du doctorat, je pense, parce que on apprend à parfois rendre ça moins complexe, certains concepts, mais tu sais, de donner des vrais exemples concrets, de rendre ça plus à l'humain normal qui fait pas de la recherche. Puis là, on s'est dit, ben, crime, on est des étudiants, les autres étudiants vivent la même chose, sûrement qu'il y en a qui voudraient communiquer leur recherche, ben, on va les inviter, puis on va les faire vulgariser. Oui. Ouais, fait que c'est comme ça que c'est... En tout cas, j'ai plusieurs points, mais je vais poser une question qui, comme podcasteur, m'a été posée souvent. Le nom Scienturion, tu dis que tu venais déjà avec. C'est exact, ouais. Comment vous êtes arrivé à ce nom-là? D'où il vient? OK, ben, Science de Scienturion, c'est science, puis le Turion, c'est de Centurion, mais on voulait faire 100 minutes de podcast par mois. On y reviendra, mais ça n'est jamais arrivé qu'on a réussi à faire. C'est 100 minutes de assez podcast. impossible. Un podcast aux 2 semaines de 50 minutes, c'est pas très faisable. On en fait un par 2 mois, genre. Ben, ça dépend toujours du financement puis de notre disponibilité, là. Fait que ça vient de là. Fait que le nom n'est plus très représentatif, mais grave. on Non, l'aime. parce que c'est notre comme nom. c'est un peu aussi, oui, il y a le Centurion, évidemment, que j'y ai pensé, mais c'est aussi un marathon de science. Moi, je voyais ça comme ça. Mais c'est super, puis il reste dans l'oreille. C'est un nom accrocheur et je pense que vous devez le garder. Oui. On va pas rebrand, je pense pas. Non, c'est ça. En tout cas, j'étais juste curieux. Maintenant, il y a 2 choses que vous avez mentionnées. Toi, Isabelle, tu as mentionné que le fait de faire un projet comme ça, où là, tu invites des personnes, tu les laisses partager leur expérience, leur recherche, que dans le fond, pour toi, c'est quelque chose qui te rapproche encore plus de ta recherche, de ton exercice scientifique, de faire ce que tu fais comme jeune chercheuse. C'est quoi le lien? C'est quoi, disons, les retombées? Comment ça marche, cette symbiose entre ces 2 choses différentes? Être devant un micro avec des gens devant un micro, faire ton doctorat en nutrition, il est où le lien? Et c'est ça, c'est quoi qui attache l'un à l'autre pour toi? Ben, tu sais, ma motivation, moi, aller en recherche, c'est vraiment le but d'aider et de faire avancer les connaissances, mais pas juste du côté comme théorique de les faire avancer pour les faire avancer. C'est vraiment pour aider puis trouver des solutions concrètes. Puis pour ça, pour aider les gens concrètement, ben, je me rends compte que les gens savent pas vraiment c'est quoi de la recherche. On a encore cette image-là d'un professeur très âgé dans son vieux bureau avec des bibliothèques. Puis ça rend pas la science très concrète ou la recherche ni accessible aux gens. Puis de comprendre que ça les aide, puis que les chercheurs font ça pour améliorer la vie des gens en fait ou de la société. Donc je me rends compte que tu peux pas faire de recherche sans la partager aux gens parce que dans le fond tu fais la recherche pour eux. Puis c'est aussi il y a beaucoup de financement aussi du gouvernement, beaucoup surtout au Canada et au Québec, c'est souvent des projets qui sont financés par le gouvernement qui est de l'argent des gens. Fait que je trouve que c'est vraiment important de leur redonner ou de les faire aussi participer à la recherche parce que puisqu'on le fait pour eux, ils ont droit à leur opinion, puis souvent, ils nous amènent des points qu'on n'a pas pensé, parce que c'est eux qui l'ont au quotidien, peu importe que tu cherches sur une maladie ou n'importe quelle affaire, c'est eux qui la vivent, ils peuvent savoir qu'est-ce qu'ils veulent ou qu'est-ce qu'ils ont besoin comme connaissance ou etc. Fait que moi, je vois que l'échange est super important, puis je peux pas juste faire un ou l'autre, je peux pas juste communiquer, mais je peux pas juste faire la recherche, il me faut les deux, je trouve ça... Je te comprends et... C'est vrai que, tu sais, quand on est au doctorat, c'est facile de se dire je vais faire juste ça. Et dans le fond, à part les journal clubs, les conférences, etc., les affiches qu'on va présenter, les présentations, on ne sort pas beaucoup de ce cercle-là. Et dans le fond, on ne communique pas tant que ça. Et dans le fond, en faisant ce projet, vous deux, oui, vous avancez vos projets de recherche, oui, vous passez beaucoup de temps concentré dessus, etc. Mais il y a toujours un certain moment où là, vous allez rencontrer quelqu'un de différent qui est dans un autre domaine et qui peut-être même va vous raconter des choses, va partager des choses au micro qui va comme aussi changer votre point de vue sur votre recherche ou votre vie de jeune chercheur, jeune chercheuse.
Puis aussi, là, si je peux rajouter à ce que Isabelle a dit, de plus en plus pour les demandes de bourse ou pour les... le lien avec la société est de plus en plus mis de l'avant, surtout dans la dernière demande de FRQ que j'ai fait, là, il y a beaucoup de points qui y sont associés. Okay. Fait que d'avoir un projet comme ça, puis de rendre accessible justement cette communication-là comme à la population en général, ben c'est souvent mis de l'avant, c'est souvent bien vu. Fait que je trouve que de plus en plus, on en voit. C'est vrai, puis avant de parler d'un autre point important, parce qu'une autre chose que les gens se disent, c'est ça prend quoi à faire un balado? Bon, tu as parlé de financement, ça c'est un point très important, parce que il faut s'aider pour faire un balado. Ça, il y a une charge certaine de travail, il faut s'aider soi-même. Mais l'affaire que les gens ne soupçonnent pas aussi, surtout les... par exemple, moi je suis passé par là, mais je ne le soupçonnais pas, c'est comment, dans le milieu du travail par après, que ce soit dans l'académique ou adjacent à l'académique, si tu n'es pas chercheur, professeur, etc., mais aussi dans le privé ou dans le public, un candidat, une candidate qui est bon communicateur, bonne communicatrice, est gagnant et gagnante, est un atout pour l'équipe qui va intégrer. Et ça a aussi un impact sur après comment leur carrière évolue. Et donc, tout ce que tu as dit, ça va même un peu plus loin par rapport à ce que tu disais. Et ça... Personne ne nous le dit, à moins qu'on ait un mentor ou un parent qui soit en business ou en communication. C'est pas quelque chose qu'on nous dit et je trouve que c'est important de l'entendre et je suis content que tu le mentionnes et qu'on en parle. Puis je me dis aussi, tu sais, dans l'optique que plusieurs d'entre nous veulent être professeurs à l'université plus tard, d'avoir des compétences en communication et en vulgarisation, c'est sûr, ça aide de donner des cours, là. Je pense que c'est vraiment un lien direct, là. Les processus d'embauche, pour certaines institutions, il faut toujours faire une présentation. Donc, il y a un côté élargir ses horizons que je comprends. Il y a un côté qui vient par la bande, c'est connaître du monde qu'on ne croiserait pas. Et ça, moi, je le vis avec Papa PhD tout le temps. Il y a aussi le côté rendre à la communauté ce que la communauté a investi en nous. Étant donné que nous, comme jeunes chercheurs et chercheuses en général, dans le milieu universitaire, notre travail est payé par les sous que les gens payent en impôts, etc. Je vois plein de facettes intéressantes et qui peuvent motiver quelqu'un à faire quelque chose comme ça. Pas tout le monde s'exprime de la même façon, c'est pas tout le monde qui doit partir un balado, mais je pense que quand on est aux études graduées, d'avoir une plateforme, que ce soit un blog, même si maintenant les blogs, bon, c'est un petit peu ancien, mais on dirait qu'il y a un retour avec Substack, etc. Mais d'avoir cette plateforme, d'avoir cet espace où on se pratique à parler de ce qu'on fait d'une autre façon et vers différents publics, c'est un gros atout. Maintenant, on a ce gros projet qui est le doctorat, et là, on ajoute quelque chose. Et là, toi, tu l'as mentionné, et ça, c'est quelque chose que j'essaie de dire aux gens qui me parlent. Ah, est-ce que je devrais lancer un balado? Et moi, je ne l'ai pas fait, mais je leur dis. Essaye toujours de te lancer avec un financement. Essaye d'avoir des sous pour faire tes premiers épisodes, puis essaye d'avoir une continuité. Puis ça, je sais que vous, c'est quelque chose que il faut demander des fonds. Comment ça se passe? Et au fait, tu as mentionné un financement de l'Université Laval. C'est quoi l'espace, quand on est à l'université et qu'on a des projets comme ça, est-ce qu'il y a plein de places où on peut se tourner pour essayer d'avoir quelques sous pour des projets comme ça? Je pense que oui, c'est sûr que nous, de plus en plus, on connaît les sources de financement, mais je suis sûre qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas l'existence. Fait que, ouais, celui que j'ai mentionné, c'était la Fondation ASEC, fait que lié vraiment à l'Université Laval. On a eu aussi du financement de la Faculté des études supérieures de l'Université Laval aussi 2 fois. On a eu fait un partenariat avec notre centre de recherche, le Centre Nutris, fait qu'on a on produit total 4 épisodes sur le centre, là, fait qu'avec des étudiants du centre, fait que, mais c'est vraiment un centre qui est vaste, fait qu'on a plein de sujets. Il y en a 3 qui sont sortis sur 4. Fait que souvent, c'est ça, on va aller vers des centres de recherche, on va leur demander s'ils veulent collaborer. Si ça les intéresse, ben là, on leur dit, ben, ça coûterait ça, est-ce que vous voulez qu'on fasse un financement partiel ou total? Mais c'est sûr que Nutris, c'est un peu un biais parce qu'on est dedans, là, fait que c'est sûr que le financement était relativement simple, mais tu sais, souvent, c'est des demandes toujours à refaire, des formulaires à remplir. Des fois, il faut envoyer un budget. Des fois,
pas nos CV, mais des bonnes présentations, là. Fait que là, on a demandé à plusieurs endroits, là, on a demandé au ministère, on attend une réponse. Et ça, est-ce que c'est parce qu'il y a des programmes, par exemple, du ministère de l'Éducation, il y a des programmes pour la communication, pour la vulgarisation? Des fois, c'est des projets soit de rayonnement, de valorisation de la recherche. Fait que c'est sûr que, mettons, les regroupements de recherche, c'est le plus simple parce que souvent, ça les intéresse de communiquer la recherche. Fait que souvent, on a quand même des réponses positives. Le ministère, je me souviens plus, c'était quoi? C'est juste une demande de commandite. Ah oui, c'est ça. Ouais. On verra. Je sais pas. Mais tu sais, honnêtement, le meilleur conseil que je peux donner, c'est essayez-vous partout, là. Vraiment. Dans le fond, cognez à toutes les portes, mais en restant, tu sais, poli. S'ils disent non, c'est correct, mais essayez-vous. Pire qu'ils arrivent, ils disent non, tu sais. Puis, est-ce qu'il y a des endroits comme ça qui sont dédiés aux étudiants, ou est-ce que c'est dédié à la recherche? Par exemple, le ministère, c'est une commandite. Ouais, mettons, pour les étudiants, mettons, justement, il y a la bourse dialogue du FRQ. Oui. Ah oui. Fait que ça, c'est à un maximum de 10 000 $ pour un projet de communication, mais le dialogue avec le public est vraiment mis de l'avant, donc c'est vraiment un énorme critère. Mais pour le reste, je sais pas trop, honnêtement. Parce que souvent, c'est pas des programmes qu'on connaît d'emblée, comme justement FRQ pour les bourses de doctorat de maîtrise, les IRSC, CRSNG, je pense, là, en sciences. En tout cas. Donc, il faut être créatif et approcher les gens, les institutions. Des fois, il y a des bourses qui sont pas appliquées, sont pas affichées sur le site web d'une organisation, mais c'est en discutant avec eux qui sont comme « Ah, ben oui, j'en aurais un à t'offrir. » Puis ça aide aussi pour le recrutement d'étudiants parce que il y a plein d'étudiants partout. Nous, on a notre petite bulle à Québec, mais tu sais, ailleurs, tu sais, comme à Montréal, il y a plein de centres de recherche, puis on les connaît pas tous. Fait que là, je vais plugger un peu le podcast, mais si vous écoutez ça en ce moment, puis vous voulez participer à Centurion, écrivez-nous. Oui. Puis si vous avez du financement, écrivez-nous. C'est ça. Mais regarde, dis-leur tout de suite à quel courriel vous écrire. Oui, fait que c'est centurion@hotmail.com. Sinon, on est hyper réactifs sur Instagram. LinkedIn, c'est nos deux principaux moyens de communication avec le courriel. Fait que si vous voulez nous écrire, on est vraiment pas méchante, puis on veut vraiment des étudiants, là, comme là, on est beaucoup à l'Université Laval, puis là, on veut élargir, là, on est rendu là. Comme là, il faut, puis on le sait, mais c'est plus difficile, mettons, à l'extérieur de Québec, là. Puis souvent, les bourses qu'on a eues, les financements, c'est associé à l'Université Laval, donc on est comme limité un peu, là, ça c'est sûr. Très bien, mais donc, Centurion, SCIENTRION, je ne sais pas si j'ai fait une erreur, je ne sais pas si je l'ai bien dit ou pas, mais ce que j'allais dire, c'est que vous êtes sur toutes les plateformes. Donc, cherchez Centurion. Donc, sur Instagram, ils vont vous retrouver, mais aussi sur Instagram, sur les plateformes de balado, etc. Vous pouvez nous écrire à nous personnellement. Fait que Isabelle et Gabriel, si jamais vous ne trouvez pas le podcast. Vous allez les trouver, c'est très facile à trouver. Très bien. Donc, c'est ça, très important, cette question de se dire, bon, j'ai un projet, mais mon temps n'est pas élastique. Et donc, il faut une des façons de s'aider, c'est d'avoir des sous. Parce que, vous le savez, il faut non seulement passer du temps à faire l'entrevue, mais après, il y a tout le travail après le logiciel qu'on utilise, promouvoir, etc., etc. C'est beaucoup plus de temps qu'on s'imagine. Tu sais, quand on a parti le projet, on était comme « Ah, ben crème, tu sais, on recrute, on enregistre, puis voilà. » Mais non. Il faut faire des clips, il faut publier sur les réseaux sociaux, il faut entretenir, tu sais, on repartage les publications de nos partenaires ou de nos amis en communication, tu sais, évidemment. Le recrutement d'étudiants, c'est plus difficile qu'on pensait. C'est quand même, il faut des gens qui sont intéressés. Fait que quand tu disais le temps n'est pas élastique, on se met toujours les vendredis matin, on travaille sur le podcast, coûte que coûte. Pour vraiment avancer, parce que c'est vraiment beaucoup de temps. Là. C'est une job temps plein, en fait. Mais c'est ça, mais qui a tous ces avantages-là. Et que, donc, je ne recommande pas de commencer. En tout cas, moi, je l'ai fait.
j'ai commencé sans penser au budget, au financement, etc. Mais vous avez déjà votre thèse à vous occuper, vous avez déjà du travail en masse. Donc, si vous le faites, assurez-vous, de le faire à un rythme qui marche pour vous, de ne pas vous mettre trop de pression. Pas 100 minutes par mois. Oui, mais c'est bien de se mettre des espèces d'objectifs, une inspiration, mais après, de voir et d'ajuster, c'est important. Et si vous pouvez avoir du financement et s'il y a autour de vous, dans votre université, tant mieux. Mais c'est ça, ce que je comprends, c'est qu'il faut être un peu, brave et créatif et dire, je vais parler avec cette personne, je vais demander là, je vais frapper à telle porte. Et au pire, il y a des noms. Mais des fois, ils vont dire, moi, j'en ai pas, mais je connais quelqu'un qui en a, etc. Et donc, l'idée, c'est de ne pas hésiter à demander. Exactement. Maintenant, vous avez déjà mentionné ComSciCon. Si vous ne savez pas c'est quoi ComSciCon, j'ai tout un épisode récent sur ComSciCon. ComScicon. Un épisode où on parle de l'historique de ComSciCon et sur l'équipe et qu'est-ce que c'est, comment ça marche. J'ai déjà participé, j'ai déjà été mentor, juge, etc. Et donc, ma question, c'est comme participante au ComSciCon, c'était quoi votre expérience? Clairement, c'était un point tournant pour vous parce que, à ce que je comprends, c'est ce qui vous a permis de donner un petit coup puis de faire avancer et matérialiser le projet. Mais j'aimerais savoir si vous avez des réflexions ou vous voulez juste partager aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi cette expérience du ComSciCon? Qu'est-ce que ça vous a apporté, à part les ateliers, etc., qui sont à faire? Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui sait que ComSciCon existe et c'est pas tout le monde qui sait exactement c'est quoi passer par cette expérience-là. Oui. Je peux y aller en premier. Oui. Moi, j'avais participé à l'édition 2023, je crois. Oui, parce que moi, j'ai fait 2024. C'est ça. Ouais. Bon, j'ai fait juste une année avant. Mais oui, curieusement, juste le fait de m'être inscrit à ComSciCon a créé la discussion ensemble et ça a créé le podcast avant même que j'y aille. Mais juste d'y aller, pour ça, il fallait préparer quand même un compositon. Oui, c'est ça. Compositon, exactement. Moi, si vous avez été juge au compositon. Exactement. Donc, j'ai fait le format audio parce que pour moi, je sais pas, c'est plus simple. À l'écrit, je trouve ça difficile. L'écrit n'a jamais été ma force. Mais à l'oral, on dirait que ça se fait bien parce que je le vois tout de suite si c'est vulgarisé, s'il y a quelque chose qui accroche. Donc, j'avais fait un petit balado de genre 5 minutes sur mon projet de doctorat qui était sur le microbiote. Puis juste de faire ça, ça m'a comme un peu donné confiance. Puis ça m'a juste confirmé que j'aimais ça, faire ça. Puis en y allant là-bas, ben oui, il y a eu beaucoup d'ateliers. J'ai eu du feedback aussi sur mon compositon. J'ai rencontré beaucoup de gens, dont toi, qui m'avais donné quelques conseils sur les différentes plateformes de montage vidéo. Et j'ai rencontré aussi vraiment des gens cool qui partageaient la même passion. Puis c'est juste le fun de se regrouper puis de se dire, on a tout le même intérêt de partir de notre gros projet, puis on n'a aucune idée comment faire. Fait que juste ça, c'est le fun parce qu'on peut partager nos expériences. Puis c'est sûr, les ateliers sont très cool, mais les gens qu'on a rencontrés. Oui, c'est ça. Puis il y a des projets à l'écrit, il y a des projets audio, il y a des projets vidéo et c'est comme une longue fin de semaine. C'est une longue fin de semaine à Montréal. En été. Puis ce qui est vraiment plaisant, puis ce que je trouve vraiment important, c'est que c'est gratuit. Et ils nous remboursent aussi le déplacement. Parce que juste les étudiants, évidemment, on en revient tout le temps à ça, on est sous-payés. Mais je veux dire, il n'y a pas de financement pour nos projets. C'est super difficile d'avoir du financement. Donc, c'est en plus la formation ou la fin de semaine pour qu'on se rencontre, pour qu'on ait des ateliers payants. Ben là, personne ne va partir de projet. Fait que ça, c'est vraiment un point très important. C'est un super beau projet. Ouais. Gabrielle? Ouais, fait que moi, j'avais fait l'année d'après, 2024. Oui, on s'est Moi, j'avais croisés fait le composition que j'ai fait, c'était une BD. C'est une BD, OK. J'ai toujours un intérêt en dessin, mais c'était très difficile de mettre de la vulgarisation de mon projet de recherche sur la chirurgie. Combien d'heures t'as mis là-dessus? Trop. J'en ai tellement entendu parler de ta BD. Là. Mais pour vrai, ça c'est, tu sais, j'avais vraiment du plaisir à le faire, mais c'était long. Puis moi, mon projet de doc est sur l'obésité puis la chirurgie bariatrique, fait que la chirurgie métabolique pour favoriser la perte de poids. Dessiner ça, c'est pas facile. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, c'est un beau défi, puis ça m'a permis de un peu avoir un autre format que le balado, parce que le Scienturion existait.
Puis pour vrai, ce que j'en retire le plus du ComSciCon, c'est vraiment le réseau de contacts qu'on est sorti avec après. Il y a des gens qu'on revoit dans les événements comme « Hey, salut, ça va? » Comme tu dis au début, c'est vraiment une famille comme la communication au Québec. Mais on a eu plein d'ateliers sur intégrer de l'humour dans les balados. Je trouvais ça le fun. Des fois, ça vient accrocher plus les gens. On a parlé de politique aussi, la communication avec la politique. C'est un autre domaine complètement, mais c'est important. Puis j'ai fait aussi le ComSciCon, mais à Boston, le flagship workshop à Boston l'année passée. Ça, c'était en juillet. Puis ça, c'est beaucoup plus gros, là. C'est les États-Unis et le Canada. Puis on était 6 Canadiens. Wow. On était 2 du Québec, mais une qui venait de l'Ontario. Fait que j'étais la seule québécoise. Okay. La seule francophone. J'étais comme, oh, OK. Nice. Fait que, mais ça, c'était beaucoup plus gros. On a eu, des ateliers avec des gens plus connus. Il y avait quelqu'un qui faisait des reportages à PBS. Fait que sur la science, c'était super intéressant. Puis c'est aussi gratuit. Tout est remboursé. Fait que mes billets d'avion avaient été remboursés aussi. Wow. Incroyable. Fait que si jamais vous avez fait le ComSciCon Québec, vous allez plus loin ou vous dites hey, moi je me sais direct, allez-y, faites-le, c'est vraiment cool. Puis encore ces gens-là, on se suit tous sur LinkedIn, on se dit tout bravo quand on fait des posts et tout là, fait que c'est vraiment le fun. Puis là cette année, je suis dans le comité organisateur du ComSciCon Québec 2025 pour les réseaux sociaux. Fait que on est tout le temps dans tous les événements, puis là c'est vraiment l'arrière-scène, l'organisation de gros événements comme ça. C'est vraiment le fun. Puis on a vraiment hâte que... Mais c'est encore à Montréal. C'est première fin de semaine de juin. Okay. Ouais. Là, c'est à McGill cette année, mais l'année prochaine, on va essayer de viser Sherbrooke et Québec. Là, mais je vais pas vendre de punch, là, mais on essaie d'aller dans plusieurs villes. Là, fait que c'est pas juste Montréal. Ça serait bien de décentraliser un petit peu. Fait qu'on a bien hâte. Ça se bâtit bien. Je vais pas dire plein d'autres affaires, là. Je vais pas vendre les prochaines années, là, mais ça se pourrait que ce soit dans d'autres villes plus tard, là, si jamais Montréal, ça vous parle pas vraiment. Là, mais... et une curiosité pour le flagship aux États-Unis, le processus de candidature... Oui, c'est la même chose, c'est un Google Form avec des questions. On avait aussi un style de composition, je me souviens plus du nom en anglais, puis là, moi, j'avais fait un balado. Okay. Là, j'étais comme... Là, par contre, en anglais... je pourrais écrire un texte, mais là, faire une vidéo et tout, ça me demande un peu plus de temps. Je vais faire ce que là, je suis confortable. Puis, non, on est en sous-groupe, puis on a beaucoup parlé, puis j'ai demandé justement des conseils pour le financement, puis ils nous ont dit la même chose. Cognez à toutes les portes, puis essayez-vous, vous perdez rien. Fait. Merveilleux. Très bien. Donc là, un balado. J'aurais envie de parler un petit peu du format, de pourquoi est-ce que vous êtes allé vers un balado, puis pourquoi aujourd'hui faire un balado? Parce que les choses ont changé dans les dernières années. La vidéo fait de plus en plus partie ou est de plus en plus confondue avec le balado, et les gens qui ont des idées, ils sentent plus une pression, qu'il y a une barrière haute à faire un balado. J'ai ma propre idée là-dessus, mais j'aimerais la vôtre. Tu sais, quand on est étudiante qui produit un balado maintenant depuis un certain temps, mais vous avez démarré, vous avez une espèce de système minimum initial pour démarrer. Ça ressemble à quoi? Bien sûr, vous avez le financement, en tout cas les micros, salles d'enregistrement, etc. Je ne sais pas comment vous le faites ça exactement, mais... parlez un petit peu de c'est quoi aujourd'hui, en 2025, faire un balado étudiant, qu'est-ce que ça prend, peut-être même combien ça coûte faire un épisode, sans compter les heures, mais l'argent les sous qu'il faut dépenser pour que les gens aient une idée. Je trouve vraiment que le podcast, c'est le plus accessible pour commencer, je trouve, parce que faire des vidéos, c'est... Bon, on pourra en parler parce qu'on a également un projet de vidéo. Non, mais les vidéos, c'est notre game. Là. C'est beaucoup plus complexe. Ça demande vraiment beaucoup de préparation, faire ton texte d'avance, faire du visuel, faire du montage. C'est très long. Un balado, ça demande moins, je pense, de préparation. Mais on a fait affaire avec un studio qui est à Québec, sur la rive sud de Québec, qui est proche de chez moi. On peut le plugger, là, c'est votre studio créatif à Saint-Nicolas. Ils sont vraiment gentils, puis ils nous font un rabais étudiant. Fait que dans le fond, pour chaque épisode, ça nous coûte avec taxes 287,44 pile. Puis, ça c'est par épisode. On a un tarif pour ça.
Puis ils ont vraiment un très beau studio. Là. On a vraiment des caméras 4K, puis c'est très, très clean. Ils nous font un pré-montage, puis ils nous envoient ça. Fait que c'est super. Fait que c'est vraiment accessible. Puis tu sais, on parle avec la personne. C'est sûr qu'on fait tout le temps une rencontre préparatoire avec l'invité. D'abord, on sélectionne l'invité pour son projet de recherche, oui, mais aussi pour sa personne ou sa personnalité. Il faut qu'elle aime vulgariser. Il faut qu'elle soit... On demande pas nécessairement que ce soit... On demande pas d'expérience. De talent nécessairement, mais tu sais, il faut qu'elle aime parler puis qu'elle soit capable de parler. Puis que son sujet soit intéressant. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, il y en a qui veulent commencer à quelque part. Fait que ça peut être Scienturion qui est comme la porte d'entrée. Fait qu'on demande pas d'expérience préalable, vraiment pas. Tu sais, puis on le voit tout de suite, si la personne est à l'aise ou non. Mais tu sais, on n'a jamais eu vraiment refusé quelqu'un parce que les gens qui viennent nous voir ou qu'on s'est fait dire que, ah oui, cette personne-là, elle serait intéressée, ben, sont vraiment super contents qu'on les contacte. Okay. Merveilleux. Et donc, pour le forfait que vous obtenez piste audio, j'imagine. Vidéo et... Ouais, le montage est fait. Est-ce que vous avez aussi des reels ou ça, c'est après vous qui vous en occupez? Non, c'est nous qui les faisons. Okay. Ouais, fait qu'il y a 3 caméras. Nous, ils nous fournissent comme le montage total. Parce que nous, quand on s'est posé la question, est-ce qu'on se fournit en équipement, est-ce qu'on loue ou est-ce qu'on va en studio? C'est parce que on n'a pas le temps de faire ce montage-là. Ouais, vraiment, le post-production. Fait que c'est vraiment là qu'on a comme mis la ligne de, OK, non, on va aller au professionnel. Si après ça, un jour, on a plus les outils, on le fera. Mais on n'avait pas le temps. Les docs, là, c'était, tu sais, juste, en ce moment, c'est beaucoup de temps. Donc, rajouter ça, oubliez ça, on fait pas de doc, là. Non, exactement. Puis, c'est ça, tu sais, fait que c'est pas trop loin. Si les étudiants qu'on invite, ils n'ont pas d'automobile, ben, nous, on a chacune une auto. Fait qu'on peut, on peut se déplacer. Puis, ouais. C'est vraiment clé en main. Tu sais, je conseille, si quelqu'un veut commencer, ben, c'est sûr qu'on pourrait prendre n'importe quel micro, là. Ça peut être fait avec un peu n'importe quoi, comme un téléphone. Ça peut être fait avec ça. Fait que, vraiment. Ça peut être fait avec ça. Nous, on est allé pour un studio, puis c'est vraiment clé en main, là. Fait que, on rentre, on enregistre, on sort, on l'a, tu sais. Est-ce qu'ils vous ont aidé avec les jingles aussi? Oui. Il nous a proposé plein de jingles, puis on a choisi en fonction de qu'est-ce qu'on voulait. Puis aussi, un truc que je voulais dire, que là, je viens juste de repenser. Au début, on voulait juste faire une balado audio, pas de vidéo. Puis là, le gars, Marc-Antoine du studio nous a dit « Ouais, mais c'est parce que tout est sur YouTube. Ouais. Tout est, il faut des vidéos, tout est sur TikTok. » Puis on a fait « Ah, t'as raison. » Fait que là, on a rajouté les vidéos. Parce qu'à la base, on voulait pas se voir. Déjà, s'entendre des fois, c'est pas le fun. Ouais. Mais là, de se voir en plus sur vidéo, on était comme « Ah, pas sûr. » Puis finalement, on s'est dit « Faut le faire. » Puis ça a vraiment fait la différence. Fait que ça fait la différence. Le conseil que je voudrais te donner, c'est si vous aimez pas ça vous voir en vidéo, faites-le pareil. Aujourd'hui, il y a même des discussions, des conflits, parce que il y a des gens qui sont un peu plus qui adaptent les choses plus tôt. Ils défendent que, ben non, un balado, c'est des gens qui parlent autour du micro avec une caméra qui filme. Après, les puristes, ils disent, bon, c'est 1 ou 2 micros et c'est juste du son. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, c'est des balados. Mais si vous pouvez documenter, puis d'ailleurs... j'ai quelqu'un avec qui je vais parler à propos de ça. Si vous n'aimez pas vous voir à la caméra, vous pouvez demander à quelqu'un qui prenne juste quelques photos pendant que vous êtes en train d'enregistrer ou des petits morceaux de film. Mais aujourd'hui, pour pouvoir promouvoir d'une façon assez fiable son balado, il faut au moins poster sur Instagram et idéalement du film. Mais ce n'est pas obligatoire. Je pense que la personne vous a bien conseillé et vous étiez OK avec. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir être devant la caméra. Et comme je dis, ce n'est pas obligatoire, mais au moins, prenez l'habitude de, si vous êtes en train d'interviewer quelqu'un, d'avoir quelqu'un d'autre qui... vous pouvez faire des selfies, mais de faire un peu de visuel, parce qu'après, c'est très difficile de juste promouvoir quelque chose qui est juste en audio. Je pense que c'est presque impossible avec la compétition. Il y a beaucoup de balados, là, justement, c'est accessible. J'ai l'impression que ça serait plus possible en 2025. Ouais, puis tu sais, ça a été quand même confrontant au début parce pour promouvoir, on s'est dit, ben on va essayer TikTok. T'sais, on connaît pas vraiment ça, là, c'est peut-être une génération un petit peu plus jeune, là. Fait qu'on s'est dit, on va l'essayer, mais on le dit à personne, tu sais. Parce que sur LinkedIn, sur Instagram, il y a
Ben oui, il y a des gens de l'externe qui nous ont trouvés, mais il y a beaucoup de nos amis, notre famille ou bien le monde du Comme ça icône. Puis sur TikTok, on le dit à personne. Puis on a mis des vidéos et ça a pogné, là. Vraiment. Ça n'a pas de bon sens, Ouais. mais au début, c'était difficile parce qu'on recevait beaucoup de commentaires négatifs. Puis on n'était pas Ouais. du tout formés, On n'était n'était pas habitués à prêts. ça. On n'était pas du tout Non, prêts à puis ça. on a un peu paniqué quand on a reçu nos premiers commentaires négatifs. Mais maintenant, sais-tu, je fais juste les supprimer, puis c'est tout, tu sais, ou j'enlève les commentaires sur les vidéos. Mais au début, ça a été difficile. Puis on est presque à 1000 abonnés quand même sur TikTok. Ça a vraiment explosé. Ouais. Puis on n'a pas fait d'épisode reste dans les temps plus récents, mais à chaque fois qu'on poste une vidéo qui a quand même un nombre intéressant de vues, on a tout le temps plein d'abonnés qui se rajoutent. Ouais. Fait que, tu sais, pour vrai, là, en 1 an, c'est fou comment Scienturion a vraiment grimpé en abonnés. Fait qu'on a, ben là, il y a une demande. Ça veut dire qu'on a vraiment un bon sujet, tu sais. Oui, ça attire les gens. Ils sont intéressés et ils veulent vous suivre pour voir tout ce que vous avez, tout ce que vous allez produire par après. Ça veut dire qu'il y a un intérêt là, oui. Puis il y a aussi mon directeur de doctorat aussi qui est très ouvert là-dessus, puis qui trouve que c'est très important, puis que ça ne dérange pas du tout que j'aille ce projet-là, ce qui est quand même très bien. Là. Oui. Puis il m'avait dit aussi, quand on a commencé le projet, on regardait les statistiques. Là, je veux dire, c'est normal. Tu pars un projet, tu veux savoir si ça pogne. Oui. Puis si ça pogne pas le premier épisode, tu te dis, c'est pas bon, on arrête. Mais il m'avait dit, tu sais, le but, c'est pas de produire plein d'épisodes dès le début. Il dit, c'est de le garder, de le pérenniser à long terme. Il dit, vous allez le voir, si dans 2-3 ans, vous continuez à faire des podcasts, ça veut dire que ça fonctionne. Exactement. Puis vous allez tout le temps... Parce qu'il y a tout le temps du monde, de temps en temps, qui font le chalet sur Spotify, qui cherchent balado de science en français. Puis ils vont tomber sur nous dans peut-être 10 ans. Puis ça va être encore pertinent. Fait que, tu sais, c'est de pas trop se stresser avec le début, puis de continuer, puis à un moment donné, ça... C'est un très bon conseil. Puis même si ça monte juste un petit peu, ça monte. Fait que ça va finir par monter, tu Non, sais. c'est ça. Moi, je dirais la première année, à moins qu'on soit un Olivier Bernard et juste à cause de notre nom, le premier épisode qu'on va mettre va avoir 10 000 écoutes, etc. Pendant la première année, moi, je dirais, regardez même pas les chiffres. Continuez. Et c'est ça. La pérennité est dans la persistance. Et parce que c'est ça. Il y a une grande proportion des balados qui sont lancés, qui arrêtent au but entre le 3e et 7e épisode. Parce que les gens, ils se disent ça marche pas, ça pogne pas, et aussi c'est difficile, etc. D'où le fait de s'aider le plus possible. Et une des façons de s'aider, c'est ce que tu viens de dire, c'est on s'était dit 100 heures par mois, puis finalement, non. On a ajusté, mais on continue. Donc, de se dire, je fais ça à un rythme qui marche pour moi, qui n'augmente pas ma charge mentale ou du stress sur d'autres domaines importants de ma vie, comme mon projet doctoral. Et c'est ça qui est important. Donc, très bon conseil de ton superviseur. Je suis fan, ça y est. Il y a aussi qu'on est 2 là-dedans, fait que tu sais, on s'entraide beaucoup, puis il y a des périodes où une de nous deux est pas disponible pour le balado, puis on se respecte là-dedans, tu sais, on le sait que c'est bénévole ce qu'on fait. Puis tant mieux si on produit, si on fait des posts Instagram à chaque semaine, tant mieux. Mais si on n'est pas capable, c'est pas grave, on va le faire la fois d'après. Puis c'est ça aide d'être 2 parce qu'on se remotive. Tu sais, des fois, moi, je suis plus motivée. Gab me tire, puis elle me dit non, regarde, on va faire ça, puis ça va bien aller. Ou l'inverse, Gab est pas motivée, puis là, je suis comme let's go, on le fait. Fait que être 2 ou aller chercher du support, du soutien, peut-être pas nécessairement vraiment. d'avoir un projet à 2, mais je veux dire, d'avoir des gens autour puis d'en parler. Je pense que c'est important. Ah oui. Après, je dirais, c'est ça, tu sais, ne pas oublier de regarder les ressources que, comme étudiante, vous avez, vous sont offertes à l'université. Je sais que j'avais vu j'étais à l'université de Montréal, au nouveau campus, puis ils ont des super beaux studios de balado avec micro et tout. Ouais, hein? Console et tout. C'est pas clé en main, mais toute la partie s'asseoir, avoir des micros, avoir une salle qui est isolée, caméra. La caméra, je pense qu'il n'y en avait pas quand je suis passé, mais tout cela, c'est offert. Ils vont enregistrer. Il faut juste réserver l'espace et ils peuvent déjà ne pas avoir à se préoccuper de tout cet investissement sur l'équipement. Donc, cherchez, n'oubliez pas. Si on fait un projet vidéo, c'est beaucoup plus chronophage avec juste tout le montage, etc., post-édition. On a une branche Parle donc de vidéo. En fait, j'ai reçu la bourse dialogue du FRQ.
Puis là, justement, on va être sur le bord de publier ce qu'on a fait. Puis c'est vraiment comme une sous-branche de Scienturion qu'on a appelée Silence en sciences. Fait que c'est des capsules de 2 à 3 minutes. On fait un peu d'animation, on nous voit sur la vidéo, mais c'est surtout du graphisme, un peu d'animation, mais c'est pas du motion design en tant que tel. Fait qu'on a pris des sujets qui intéressaient le plus notre communauté. Fait qu'on a mis un sondage sur Instagram, je pense. Okay. Puis dans les épisodes qu'on avait à ce moment-là, on avait dit qu'est-ce qui vous a plus intéressé? Auriez-vous d'autres questions que vous voudriez plus voir ou peu importe? Fait que là, on a eu un top 6. On a fait 5 vidéos finalement. Okay. Mais on a fait affaire avec Impact Scientifique à Québec pour ça, parce qu'évidemment, là, on a encore moins les outils pour faire des vidéos comme ça. Puis c'est ça, fait que c'est avec des animations et tout, puis on va un peu plus loin dans illustrer la méthode ou les résultats de recherche des étudiants qu'on avait déjà invités au podcast, parce que parfois, illustrer une méthodologie, un résultat, un concept, des fois, à l'audio, c'est compliqué à expliquer. Mais là, en mettant des images, c'est vraiment visuel, c'est super clair. Ben oui. Fait que dans l'optique d'avoir un dialogue avec quelqu'un, ben là, on voudrait... ben là, je veux pas non plus vendre le punch, là, mais... Non. Oh, ben non, là, ça sort, ça sort. Ça va sortir, mais on veut vraiment que les gens participent, qu'ils nous envoient des questions. S'ils veulent en savoir plus, on pourrait refaire des capsules. Puis aussi, si certains chercheurs étudiants voudraient faire des capsules à la place de faire un balado, ben on est encore très ouvert à continuer le projet. Fait que... C'était vraiment trippant faire les capsules. Ça a été vraiment énormément de travail. Ouais. Vraiment plus que le balado. Ben les capsules, c'était terrible pour 2 minutes. Ça demandait beaucoup de travail, mais c'était vraiment le fun. Puis on est vraiment contente et fiers du résultat. Puis tu sais, le balado, pour nous, ça a été une porte d'entrée, je pense, dans la vulgarisation. Mais c'est pas nécessairement notre endpoint. C'est pas nécessairement ça qu'on va viser à long terme. Peut-être que oui, mais tu sais, c'est qu'en commençant par là, ben là, ça nous a permis de faire les capsules. On a eu confiance, puis on s'est parti dans les capsules. Peut-être qu'on va faire des vidéos plus tard, peut-être qu'on va avoir une chaîne YouTube, je sais pas. Mais tu sais, le podcast nous a comme juste parti, puis là, regarde, on a une vraiment belle branche de vidéos. Puis 2 ans plus tard. Ouais, tu sais, des vidéos tu sais, de 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes, c'est comme le format parfait pour des Reels sur Instagram, des TikTok. Fait que tu sais, c'est une vidéo assez longue, mais c'est pas 10 minutes que là, faut vraiment que t'écoutes quasiment une émission, là. C'est ça. C'est sûr, c'est beaucoup plus cher, surtout qu'on a fait affaire avec une agence, là, tu sais, si on avait, mais tu sais, en même temps, la qualité est exponentielle à qu'est-ce qu'on aurait fait, là, si on avait fait ça de même. Nous, en tout cas, mon expérience dans la recherche, c'est que j'ai toujours eu, puis d'ailleurs, faire le pseudo comme il est aujourd'hui, c'est très autodidacte. Même si j'ai un peu d'aide de personnes qui sont professionnelles là-dedans, mais moi, j'ai beaucoup le réflexe de je vais apprendre comment faire, je vais le faire. Mais après, quand je vois le temps que je passe, des fois d'avoir payé à quelqu'un qui sait déjà le faire, peut-être j'aurais dû aller vers ça. Peut-être c'est le meilleur investissement au lieu d'avoir passé des heures, des dizaines ou des centaines d'heures à apprendre une nouvelle technique, une nouvelle habileté d'édition, etc. Et il y a des belles agences comme Impact Scientifique que tu as mentionné qui sont là pour ça. Leur mission, c'est aider les scientifiques à communiquer de façon visuelle et en tout cas professionnelle. Donc, Émilie a été sur le balado. Salut, Émilie. Et c'est ça, puis c'est pas juste de la vidéo qu'ils font, là, tu sais. On va parler d'Impact parce qu'on les connaît, mais sûrement qu'il y a d'autres agences qui font un peu le même travail, mais c'est aussi les sites web, même présenter un poster en congrès. Ils offrent des formations, des infographies. Fait que, des fois, ça aide d'avoir comme quelqu'un pour te montrer, puis ensuite, tu peux y aller par toi-même, là. Fait que non, c'était super enrichissant, puis on est super contente du résultat. Fait que bientôt, Silence en sciences, ça va sortir. Merveilleux. Là, on arrive vers la fin de la conversation. J'ai une question un peu... en tout cas, aucune des questions a été préparée, mais j'ai une question pour vous un peu confrontante, qui est savoir, maintenant que vous avez 2 ans de passé sur Scienturion, en pensant à quelqu'un qui va se lancer maintenant, qu'est-ce que vous aurez fait de différent? Qu'est-ce que là, vous vous dites, bon, ben ça a marché, on l'a fait, mais en sachant ce que je sais aujourd'hui, ben au début, je serais allé par là, j'aurais fait ça différent. Est-ce que vous avez des leçons comme ça ou vous êtes contente avec votre parcours? Ben, moi, je dirais que je ferais rien différemment parce que je suis vraiment contente de ce qu'on a fait. Je suis vraiment fière de ce qu'on a fait puis je suis contente.
on est encore là 2 ans plus tard, puis on fait encore des épisodes. Fait que je suis vraiment contente. Mais c'est sûr que le conseil du studio qui nous a dit de le faire en vidéo, c'est un bon conseil. Mais je pense qu'on a, tu sais, tout le temps eu la même vision, du genre, tu sais, si on peut le faire par nous-mêmes, puis c'est relativement simple, on va le faire. Mais sinon, regarde, on fait affaire avec des professionnels, on connaît pas ça. Fait que d'aller direct avec un studio, ça nous a vraiment aidé. C'est sûr qu'on aimerait ça s'équiper, tu sais, parce que ça revient cher au long terme. Oui. Mais pour commencer, c'était vraiment plus simple avec le studio. Ouais. C'est sûr que nous, mettons, on a commencé le projet très vite. Après 1 mois, on avait déjà déposé une demande. Puis on a pensé à des choses peut-être plus par après. Ouais. Comme justement, on s'est dit, ben oui, 100 minutes par mois, easy peasy, ça l'était pas. Fait que tu sais, d'y penser peut-être un peu plus, d'abord, mais en même temps, comme il a dit, on est encore là. Fait que clairement, c'était pas limitant. On apprend, on fait des erreurs, on se fait... Puis c'est pas grave. C'est une courbe d'apprentissage. Ouais, fait que tu sais, y avoir plus pensé, je pense qu'on se serait dit, ouais, non, avec le temps de notre doc, on va limiter. Mais en même temps, on a bien vu qu'à un moment donné, de se mettre de la pression, ça valait pas vraiment la peine. Fait qu'on se dit, si on est vraiment actif, parfait. Des fois, on l'est moins. C'est correct. Donc, vous êtes contente avec vos décisions et c'est bien. Alors, je vais poser une autre question. Puis ça, c'est plus en lien avec l'exercice de faire un balado où on interviewe des gens. Et peut-être les personnes qui ont une idée, qui ont une thématique qui leur tient à cœur. Et les gens ils peuvent se dire, je suis un peu gêné. Comment est-ce que je fais pour inviter des gens? C'est quoi votre expérience d'approcher des gens? Vous avez déjà dit que d'habitude, les gens sont contents de venir sur le balado, mais c'est quoi des bonnes pratiques? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans cette dynamique d'essayer d'avoir des gens qui disent oui? Comment est-ce que vous avez découvert cette dynamique, cette activité-là, qui est de trouver des personnes, les contacter, leur présenter un projet, leur dire est-ce que vous voulez venir sur notre tout nouveau balado? Ben, au début, ça a été plus difficile quand on n'avait pas encore de podcast. Nos premiers invités, ils étaient pas certains qu'ils voulaient venir parce qu'ils... Non, mais tu sais, ils connaissaient pas le podcast. C'était flou, là. Alors que maintenant, quand on reçoit des gens, ben de un, ils peuvent aller écouter nos podcasts, fait qu'ils savent ça va être quoi. Puis aussi, tu sais, nous, on peut les rassurer parce que nous aussi, on sait c'est quoi tourner les podcasts. Fait qu'on peut leur dire, oui, inquiète-toi pas, telle affaire, telle affaire. Au début, on le savait pas. Voilà. Fait qu'on pouvait même pas les rassurer, on savait pas quoi faire. Fait que les premiers, c'était tough, mais regarde. Même nous, le premier épisode, c'est nous deux qui discutent de nos propres projets. Mon Dieu. on le regarde plus, cet épisode-là, ben pas parce qu'on est pas bonne ou whatever, mais... Vous vous êtes beaucoup amélioré depuis. Exactement. Ouais, c'est normal. Puis, tu sais, on s'est rendu compte que, tu sais, c'est quand même confrontant d'avoir un micro dans le visage, d'avoir 3 caméras qui pointent. Fait que, tu sais, on le dit à la personne dès le départ, ça va être ça le setup. Puis on prend toujours un moment pour s'asseoir au début avant de commencer direct comme à froid, là. Okay. Fait que, tu sais, l'approche a changé un peu. Tu sais, on est peut-être plus encadrante. Parce que comme ils avaient dit, on le savait pas nous-mêmes comment on allait faire. Puis pour le recrutement, c'est sûr qu'au début, c'était beaucoup du bouche à oreille. Tu sais, je connais des gens qui étaient dans le mouvement étudiant, donc tu sais, on connaissait des noms. Okay. Puis là, tranquillement, en se faisant connaître, ben là, on peut aller voir plus loin. Fait que c'est pas mal ça, mais souvent quand tu sais, on écrit à un étudiant, on va mettre nos propres courriels et le courriel de scientifique. Fait que là, tu sais, ça paraît peut-être un petit peu plus officiel, entre guillemets, là. Mais non, c'est pas mal ça. J'ai une question qui est si on imagine vous deux aujourd'hui sans Scienturion, et donc on met côte à côte vous deux après 2 ans juste à faire votre doctorat et vous deux aujourd'hui avec Scienturion, avec ce trajet-là. C'est quand même des existences différentes. Votre réseau a changé d'une façon exponentielle. Juste un peu pour terminer sur une note de pourquoi est-ce qu'il faut se permettre de s'imaginer de faire un projet de vulgarisation scientifique, surtout quand c'est un projet qui va nous mettre en contact avec notre communauté un peu plus élargie, mais que, comme je disais au début, c'est très facile de passer tout son temps dans son doctorat, juste dans son labo, puis dans son centre de recherche. Donc, c'est quoi des cadeaux, disons, que ce projet vous a apporté et que vous ne soupçonniez pas? Parce que moi, je sais que je ne soupçonnais pas tout ce qui allait venir avec cette idée de balado que j'ai eue en 2019.
Donc, est-ce que vous-même, après juste 2 ans, vous avez déjà des retombées? Vous pouvez déjà vous dire, moi avant, moi après, il y a des choses que j'ai gagnées, il y a des choses positives qui sont venues? Ben, on apprend de tout le monde à qui on parle, puis qu'on contacte. Fait que, tu sais, on n'a pas toujours le même background. En sciences, on n'a pas toujours le même sujet, mais on vit les mêmes expériences, les mêmes défis. Fait que non seulement ça nous réconforte un peu dans notre propre parcours, mais tu sais, on apprend des autres, on apprend des manières différentes de communiquer, on se fait des amis, puis tu sais, je pense que ça m'a beaucoup fait sortir un peu de ma coquille, là, le balado en tant que tel, parce que je suis pas quelqu'un qui est hyper extroverti, là, vraiment pas. Je suis méga introvertie, comme faut que je me recharge après beaucoup de socialisation. Mais de sortir un peu plus puis de me rendre compte que crime, finalement, tu sais, c'est le fun, tu sais, on se revoit à chaque fois, c'est le fun, et on prend de nos nouvelles puis on apprend toujours des autres aussi. Puis c'est du bouche à oreille, c'est même pour plus tard un emploi, tu sais, c'est sûr que si je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un qui fait de la communication, mais là, beaucoup plus facile, tu sais, c'est... Le réseau de contacts, faut vraiment pas le minimiser, là, vraiment, là. Ouais. Est-ce qu'on est... Parce que moi aussi, je suis introverti. Puis comme toi, j'ai la même expérience. J'ai trouvé une zone où je suis capable d'être et j'ai du fun à communiquer et à échanger avec les gens. Est-ce qu'on est moins seul ou moins dans sa tête une fois qu'on a un projet comme ça? Tu sais, dans sa vie en général. Dans la vie en général, dans sa vie d'étudiant. Ah oui, absolument. Le fameux syndrome de l'imposteur est quelque chose qu'on en reparle et qu'on en reparle souvent au podcast. On le vit presque tous. Puis on se l'est fait dire, on a eu du feedback de « Hey, j'ai écouté des épisodes, puis ça m'a vraiment fait du bien. » Je me suis rendu compte que, ben, on a des étudiants qu'on a vus au podcast qu'ils n'ont pas nécessairement une grosse équipe de recherche, c'est plus à distance. Fait que là, d'en parler puis de se rendre compte que ils sont vraiment pas tout seuls, ça motive un peu, là. Fait qu'on a vraiment du bon feedback. Puis même pour nous, je pense, ça nous a beaucoup aidé. Ouais, ben moi, tu sais, personnellement, c'est sûr que c'est des compétences qui sont vraiment importantes, je pense. C'est la gestion de budget, la gestion de projet aussi, parce qu'on puis c'est la gestion de temps, là, parce que c'est tout le temps, tu sais, ça. Mais aussi au niveau personnel, pour peut-être la confiance en moi, qui a vraiment été améliorée, parce qu'en fait, c'est un projet qu'on a eu l'idée ensemble, puis on s'est rendu compte que, ben, crime, l'idée, c'est nous qui l'avons eu. Puis le projet, on se fait dire que ça aide des gens. Tu sais, fait que c'est vraiment le fun. Puis juste de rencontrer les gens, c'est vraiment plaisant. T'sais, Il y a on a beaucoup du de fun à fierté faire associée à ça. Ouais, puis c'est juste de rencontrer puis d'apprendre, ça nous fait vraiment ouvrir nos horizons. Là. Comme on parle à des gens, on va avoir un balado éventuellement en criminologie. C'est fou, là, puis on se rend compte. Moi, je me trouve vraiment privilégiée de pouvoir rencontrer ces gens-là qui font des recherches de fou, puis de pouvoir partager ça avec les autres, puis que cette conversation-là que j'aurais avec la personne, je peux la partager. Puis, ouais. Ça nous fait rencontrer des gens dans différents domaines qu'on n'aurait jamais rencontrés sinon. Fait que... de très belles retombées. Et ça ne me surprend pas du tout parce que moi, je vis la même chose à chaque entrevue, chaque échange. Avant de vous demander un petit mot de la fin, il y a quelque chose que tu as dit, Isabelle, qui est super intéressant. C'est tout le côté gestion de budget, gestion de projet, gestion du temps. Toutes ces choses-là vont être importantes pour vous, que vous soyez chef de labo un jour ou que vous travaillez dans le privé. C'est quelque chose qu'on met dans notre CV. C'est quelque chose qu'on peut mettre de l'avant. Et on a des exemples concrets. J'ai demandé du financement, j'ai obtenu tant de financement, j'ai interviewé tant de personnes, et puis éventuellement, on a eu autant d'écoutes sur un balado. C'est toutes des choses, ce sont des chiffres qui comptent pour des gens qui vont vous interviewer plus tard. Donc, prenez en note, c'est win-win, comme on dit en bon français. Et donc... avant de vous remercier, puis de dire au revoir aux personnes qui nous écoutent, pour ceux et celles qui sont encore un peu dubitatifs, timides, auriez-vous un mot, chacune de vous, là, un mot de motivation pour qu'ils se lancent, pour qu'ils essayent, et pour leur dire... pour leur donner confiance, pour qu'ils aient confiance en leur idée et pour qu'ils se lancent dans leur premier projet en vulgarisation. Puis vous pensez que ça peut fonctionner, c'est peut-être parce que vous auriez aimé ça que ce projet existe.
Donc, il y a au moins une personne qui voudrait que ce projet existe. Fait que, puis c'est impossible que vous trouviez personne qui veuille écouter ce que vous faites. Même si vous avez une communauté de 10 personnes, vous faites déjà peut-être quelque chose pour 10 personnes. Fait que, allez-y, vous perdez rien en tentant votre chance. Fait que, courage. Ouais. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Voilà, Pour vrai. Non, mais c'est le fameux dicton qui risque rien à rien, mais c'est un peu ça pareil. Oui. Puis il y a plus de choses à gagner de faire un projet comme ça qu'à perdre, selon moi. Si c'est juste de soi-même apprendre à mieux communiquer ou à juste à faire des demandes de bourse, c'est juste ça. Là, c'est beaucoup de travail différent, c'est beaucoup de compétences. Fait que on en gagne toujours un peu. Fait que juste de se lancer, puis si, mettons, je sais pas si le podcast Centurion dans 1 an fonctionne plus, ben on aurait eu quand même 3 ans actifs avec des rencontres qu'on a eues, on a gagné énormément de compétences. Fait que just do it. Ben, je suis totalement d'accord. Et en tout cas, je trouve qu'en plus, votre exemple démontre, parce que vous avez dit aussi, on est dans une époque où, si on recule il y a 10 ans, les gens disaient, un doctorant, une doctorante qui fait un balado, ce serait weird aujourd'hui. La vulgarisation scientifique, il y a comme SciCon, il y a le FRQ à différents programmes. Vous allez avoir du support pour faire avancer votre projet. Aujourd'hui, il y a un intérêt. Et la communauté scientifique, mais aussi la communauté à l'extérieur, est intéressée à des gens qui ont ces compétences-là. Donc, allez-y, je suis totalement d'accord. Puis il y a aussi, c'est vraiment une belle communauté là, en communication scientifique. Je pense vraiment pas qu'il y a de la compétition. Je pense que les gens sont juste contents qu'il y en ait. Oui, puis tout le monde se fait Vraiment, il en faut de la plus. pub. Fait que si vous partez quelque chose, n'hésitez pas à contacter les autres personnes qui font quelque chose de similaire. Ils vont juste être très contents de partager ce que vous faites, puis vice-versa. Très bon point. Merci Isabelle, parce que oui, c'est une très belle communauté, bienveillante. Et je pense qu'il y a tellement d'espace, il y a tellement de choses à faire que de se lancer, c'est faire partie de cette famille finalement. Et donc, merci Isabelle. Donc, avant de vous remercier, on répète peut-être où est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent vous trouver, juste pour que ça reste. Et ça sera dans les Donc, notes. Centurion@hotmail.com, ça c'est notre courriel qu'on va écrire dans les commentaires, j'imagine. Sinon, vous pouvez aller sur Instagram, LinkedIn, on est sur Facebook aussi, sur Centurion, TikTok, si vous voulez voir nos petites vidéos. Sinon, vous pouvez nous contacter nous-mêmes, soit sur Instagram, LinkedIn, par courriel aussi, peu importe. Mais oui, puis si jamais vous êtes un étudiante qui voudrait participer au podcast, écrivez-nous, on veut tous les parcours inimaginables, des étudiants étrangers, si internationaux, ceux qui font des stages, maîtrise doc, peu importe les sujets, on est vraiment ouverts. Oui. Puis on a même fait un épisode spécial avec une professionnelle de recherche. Fait que si jamais c'est le genre de choses qui vous intéressent aussi, puis si vous voulez nous financer... oui, si quelqu'un écoute, il y a des trucs pour... Ouais, puis aussi, s'il y a un étudiant qui veut pas nécessairement venir au podcast, mais qui veut savoir comment ça marche un podcast, ben c'est sûr. Ben oui, écrivez-nous. Là, nous écrire, là. On connaît quelques ressources, fait qu'on peut guider un peu, mais... Oui, non, sinon, le Comme SciCon, l'année prochaine, 2025, l'édition on a sélectionné les gens, mais pour 2026. Ouais. Si jamais, Comme SciCon Québec. Oui, commencez à y penser. Ouais. C'est à l'automne. Non, cette année, c'était février. La fermeture des candidatures, c'était février. Mais on ouvre les candidatures, je pense, décembre-ish. Ça dépend des années. Merci énormément. Je vais mettre toutes ces informations dans les notes d'épisode. Si après, il y a des liens intéressants, envoyez-les-moi et je les mettrai dans les notes d'épisode, les liens pour les financements, etc. Je mettrai comme SciCon. Donc, merci énormément d'avoir partagé votre aventure Centurion ici sur Au-delà de la thèse. Je pense que les gens ont des raisons de se permettre de lancer un projet comme ça et après avoir écouté votre témoignage. Et c'est ça, j'espère qu'ils sentent moins de pression pour se lancer. C'est sûr que s'ils regardent des balados grand public, ils vont se mettre beaucoup de pression, mais il ne faut pas. Et tu as dit quelque chose d'important, et s'il y a 10 personnes qui t'écoutent, ben, ton message est pertinent pour eux, mais c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait. C'est une belle expérience, puis c'est ta communauté, ta tribu, puis d'habitude, c'est pas justice. Même les gros balados ont commencé quelque part. C'est sûr. C'est sûr.
Puis c'est ça, l'autre chose, ne jamais se mettre la pression de mon premier épisode, il faut qu'il soit parfait. Non, il faut qu'il sera soit pas. parfait. Il sera pas parfait. Très parfait. Sinon, vous allez jamais commencer si vous mettez cette pression-là. Mais si tu pars la barre trop haute, c'est juste plate. Là. C'est ça. C'est pas, Il faut que tu partes très basse. Très basse. Comme ça, tu peux juste... tu te lances et après, tu t'améliores. Ouais. En tout cas, j'espère que ça vous a inspiré. Moi, je trouve ça super inspirant et je sens que, il y a de l'espace pour des projets et de vous qui écoutez, qui regardez, vous allez être motivés et qu'il y aura d'autres balados qui vont commencer à faire partie de cette communauté, de cet univers. Merci encore. Et, Merci. Ben, merci. Je vous souhaite beaucoup de succès pour vos projets qui s'en viennent, y compris le projet vidéo. Ouais, ça s'en vient.